Le vent froid de Lyon me fouettait le visage, tandis que je courais dans les couloirs de l'hôpital Édouard Herriot. Mes pas résonnaient sur le marbre poli, se mêlant au bourdonnement constant des médecins et des infirmières. Henri était inconscient depuis 3 heures quand Camille m'a appelé, sa voix tremblante au téléphone. « Maman, papa a fait un malaise. Il faut que tu viennes tout de suite. » À 67 ans, après 42 ans de mariage, je connaissais chaque expression de mon mari, chaque soupir, chaque silence. Mais là, allongé sur ce lit blanc, avec des tubes sortant de ses bras et le moniteur cardiaque affichant un rythme irrégulier, Henri me semblait étranger. Le médecin parlait d'examens, de procédures, de soins intensifs, mais ces mots se perdaient dans mon désespoir. Camille me tenait la main, mais quelque chose dans son toucher me dérangeait, une urgence qui n'était pas seulement due à l'inquiétude filiale. La décision d'interner Henri dans une clinique privée fut prise trop rapidement. Camille a insisté sur le fait que c'était le mieux pour papa, qu'il avait besoin de soins spécialisés, loin du chaos de l'hôpital public. « La clinique du Parc a les meilleurs cardiologues de Lyon, maman. Papa mérite ce qu'il y a de mieux. » Ces mots avaient du sens. Mais quelque chose dans le ton, dans la hâte avec laquelle elle parlait, me laissait perplexe. J'ai signé les papiers sans poser de questions. Après tout, c'était ma fille. Elle voulait le bien de son père. Le transfert a eu lieu à l'aube suivante, sous une pluie fine qui rendait les rues de Lyon glissantes et sombres. À la clinique, tout était différent. Couloirs silencieux, tapis moelleux, l'arôme du café gourmet remplaçant l'odeur hospitalière. Henri a été installé dans une chambre privée avec vue sur le Rhône. Mais pourquoi avais-je l'impression de livrer mon mari à des étrangers? Pendant les premiers jours, j'ai établi une routine. J'arrivais à la clinique à 8 heures du matin, après avoir pris mon café croissant à la boulangerie de la rue de la République. Je m'asseyais à côté d'Henri, lui prenais la main et lui parlais du vignoble, des projets de printemps, de nos petits-enfants. Les médecins étaient là cordiaux, mais distants. « Madame Dubois, votre mari a besoin d'un repos absolu. Son cœur est très fragile. » Le docteur Laurent, le cardiologue, parlait avec une autorité qui n'admettait aucune question. Camille apparaissait toujours en fin d'après-midi, élégante dans ses tailleurs de bureau, portant une mallette en cuir qu'elle ne lâchait jamais. Elle conversait longuement avec les médecins, prenait des notes dans un carnet Moleskine et posait des questions techniques que je ne comprenais pas. « Je m'occupe de tout, maman. Concentre-toi sur papa. » Mais pourquoi avait-elle l'air plus d'une cadre que d'une fille préoccupée? Le premier signe que quelque chose n'allait pas est apparu un jeudi pluvieux. J'étais en train d'organiser les affaires d'Henri sur la table de nuit, quand j'ai trouvé des papiers que Camille avait laissés tomber. Des documents du vignoble, des contrats que je ne reconnaissais pas, des annotations sur des transferts de biens et une procuration permanente. Mon cœur s'est emballé. Procuration permanente? Henri n'avait jamais signé cela. J'ai rangé les papiers dans mon sac et j'ai attendu l'arrivée de Camille. Quand je l'ai interrogée, elle a détourné le regard. « Ce ne sont que des précautions, maman. Avec papa malade, quelqu'un doit s'occuper des affaires. » Mais le vignoble a toujours été le nôtre, celui d'Henri et le mien. Pendant 40 ans, nous avons travaillé ensemble, planté ensemble, récolté ensemble. Les raisins de Beaujolais qui poussaient sur nos terres étaient le fruit de notre sueur, de notre amour. Comment Camille pouvait-elle parler de « s'occuper des affaires » comme si c'était une simple question administrative? Sa froideur m'effrayait plus que la maladie d'Henri. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai marché dans la maison vide, marchant sur les planches de bois qui grinçaient sous mes pieds nus. Chaque objet racontait notre histoire. La table où Henri dessinait les étiquettes des vins, le fauteuil où il lisait Le Figaro tous les matins, les photographies de famille éparpillées sur l'étagère. Comment en étions-nous arrivés là? Camille a toujours été une fille dévouée, mais ambitieuse.
Elle a fait des études d'administration, a épousé Pierre, un avocat prospère, et a construit une vie confortable à Paris. Mais ces dernières années, ses visites étaient devenues plus rares, toujours accompagnées de commentaires sur la modernisation de la propriété et la maximisation des profits. Henri résistait, attaché aux traditions familiales. Le vignoble n'est pas seulement une affaire, c'est notre héritage, disait-il souvent. Camille verrait-elle la maladie de son père comme une opportunité de réaliser enfin ses plans? L'idée me rendait nauséeuse, mais les indices étaient tous là, froids et calculés comme des chiffres sur un tableau. Le vendredi suivant, j'ai décidé d'arriver plus tôt à la clinique. Le ciel était clair pour la première fois depuis des semaines, et les rayons du soleil pénétraient par la fenêtre de la chambre, illuminant le visage pâle d'Henri. Il était réveillé, me regardant avec ses yeux bleus qui m'avaient pas conquise tant d'années auparavant. « Claire !» murmura-t-il d'une voix rauque. « Il faut que je te raconte quelque chose. » Je me suis approchée, lui tenant la main tremblante. « Camille, elle m'a fait signer des papiers. Elle a dit que c'était pour mon bien, pour protéger la propriété. Mais je n'ai pas tout compris, ma chérie. J'étais tellement confus, avec tous ces médicaments. » Mon sang s'est glacé. Henri signait rarement des documents sans me consulter. Nous étions partenaires en tout. « Quel genre de papier ?» ai-je demandé, mais il a secoué la tête, frustré par sa propre confusion. C'est alors que j'ai entendu des pas dans le couloir. Camille s'approchait et j'ai pu entendre sa voix au téléphone. « Oui, Pierre, papa a déjà signé. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre un peu et nous pourrons procéder à la vente. » Vente ? Quelle vente ? Mon monde s'est effondré à ce moment-là. Le mot « vente » résonnait dans mon esprit comme une cloche funéraire. J'ai fait semblant d'arranger les fleurs dans le vase quand Camille est entrée dans la chambre, son expression se transformant instantanément en un masque de préoccupation filiale. « Bonjour maman. Comment papa a-t-il passé la nuit ?» Sa voix était douce, mais je percevais maintenant la fausseté derrière chaque mot. Pendant 40 ans, le domaine du bois avait été notre vie. Henri avait hérité des terres de son grand-père, et ensemble, nous avions transformé ces hectares à Lyon en un vignoble respecté, connu pour nos Beaujolais de qualité. Chaque vigne plantée, chaque récolte, chaque bouteille vendue représentait notre sueur et notre dévouement. Comment notre propre fille pouvait-elle comploter pour tout vendre dans notre dos? Je l'ai observé converser avec Henri, feignant l'affection tandis que ses yeux calculaient chaque mouvement. Le docteur Laurent est apparu pour la visite matinale, et Camille l'a immédiatement appelé pour une conversation réservée dans le couloir. À travers la vitre, je les ai vus discuter intensément, et mon cœur s'est rempli d'une terrible certitude. Après le départ de Camille, j'ai appelé Jean-Pierre, notre comptable depuis plus de 15 ans. Sa voix est devenue grave lorsque j'ai expliqué la situation. « Madame Dubois, si Henri a signé une procuration générale sans votre présence, cela peut être très problématique, surtout s'il était sous forte médication. Nous avons fixé un rendez-vous pour le lendemain dans son bureau place Bellecour. En attendant, j'ai décidé d'enquêter par moi-même. Je suis rentrée chez moi et j'ai fouillé le bureau d'Henri, cherchant des copies des documents. Parmi des piles de factures du vignoble et de correspondances, j'ai trouvé un dossier nommé « Camille, succession », que je n'avais jamais vu auparavant. À l'intérieur, il y avait des plans de la propriété, des évaluations immobilières datées de 6 mois auparavant et l'ébauche d'un contrat de vente à une société de développement urbain. La somme m'a coupé le souffle. 3 millions d'euros. Notre terre, notre vie. Réduite à des chiffres sur une feuille de papier. Les larmes ont brouillé ma vue, tandis que je lisais les détails sordides de la transaction que Camille avait méticuleusement planifiée. Lors de la rencontre avec Jean-Pierre, la réalité est devenue encore plus cruelle. Il a examiné les documents que j'avais trouvés, secouant la tête avec désapprobation. « Claire,
Votre fille a été très intelligente. La procuration qu'Henri a signée est légalement valide, même s'il était confus. Et regardez ici. Il a pointé une clause spécifique. Elle s'est nommée seule responsable de toutes les décisions financières tant qu'Henri serait incapable. Le mot m'a fait frissonner. Incapable. Comme si mon mari n'était qu'un obstacle bureaucratique. Jean-Pierre a poursuivi. Il y a un moyen de revenir en arrière, mais nous devons agir rapidement. Henri doit signer une nouvelle procuration, révoquant la précédente et vous nommant responsable. Mais il doit être conscient et démontrer une capacité mentale à le faire. Je suis partie de là avec un poids sur la poitrine et une détermination de fer. Camille avait sous-estimé une chose. Je connaissais Henri mieux que quiconque au monde, et il n'aurait jamais consciemment accepté de vendre notre héritage familial. Cet après-midi-là, je suis arrivée à la clinique déterminée à confronter ma fille. Elle était dans le jardin de la clinique, au téléphone avec Pierre, parlant de calendrier et de documentation finale. Quand elle m'a vue, elle a rapidement raccroché. « Maman, quelle surprise! Je pensais que tu viendrais plus tard. » Sa tentative de normalité m'a profondément irritée. « Camille, il faut que l'on parle. Maintenant. » Nous avons trouvé un banc sous les arbres, encore dénudé de l'hiver lyonnais. Le vent froid portait l'odeur du Rhône et de la pluie qui approchait. « Je sais pour la vente, » ai-je dit sans détour. Son expression a changé instantanément. Le masque est tombé, révélant une froideur que je n'avais jamais vue chez ma propre fille. « Maman, tu ne comprends pas. Papa est malade. Il pourrait ne pas se rétablir complètement. Quelqu'un doit prendre des décisions pratiques. » Pratique. Comme si toute notre vie pouvait se résumer à une question de praticité. Le vignoble est en perte depuis 2 ans. Il vaut mieux vendre maintenant, tant qu'il a encore de la valeur. Avec cet argent, je peux garantir le meilleur traitement pour papa et ta sécurité financière. Ces mots sonnaient répétés, comme si elle s'était souvent répété cette justification. La discussion s'est intensifiée lorsque j'ai demandé pourquoi elle ne m'avait pas consultée. « Parce que tu es trop sentimentale, maman. Tu vois ces vignes comme si c'était des enfants. Mais les affaires, ce sont les affaires. » Les affaires. Notre vie n'était qu'une affaire pour elle. « Et si ton père se rétablissait? Et s'il voulait rentrer chez lui, sur sa terre ?» Camille a soupiré avec impatience. « Maman, sois réaliste. Papa a 70 ans. Il a eu un infarctus grave. Même s'il se rétablit, il ne sera plus en état de travailler comme avant. Il vaut mieux accepter la réalité et planifier l'avenir. » Mais quel avenir? Un appartement dans une résidence pour personnes âgées, pendant que notre terre se transformait en un lotissement de luxe? « Tu n'as pas le droit de décider pour nous, » ai-je dit en me levant du banc. Henri est mon mari, et cette propriété est notre maison. Camille s'est également levée, ses yeux brillants d'une froide détermination. « Légalement, maman, j'ai tous les droits. Papa m'a donné procuration complète. Les décisions sont les miennes maintenant. » À ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais perdu ma fille depuis longtemps. Peut-être n'avait-elle jamais vraiment existé telle que je l'imaginais. Je suis rentrée chez moi le cœur brisé, mais aussi avec une résolution grandissante. Camille avait commis une erreur cruciale. Elle avait sous-estimé l'amour et le partenariat qu'Henri et moi avions construits au long de 4 décennies. Cette nuit-là, j'ai appelé notre avocate, maître Françoise Moreau, une femme expérimentée qui connaissait notre famille depuis des années. Je lui ai expliqué la situation et elle s'est immédiatement proposée de préparer une nouvelle procuration. Claire, si Henri est lucide et peut signer consciemment, nous pouvons annuler tout ce que Camille a fait. Mais il faut être rapide. Si elle découvre nos plans, elle pourrait accélérer la vente. Nous avons convenu qu'elle viendrait à la clinique le lendemain, discrètement, comme si ce n'était qu'une visite sociale. En attendant, je devais préparer Henri
lui expliquer la situation sans trop l'alarmer. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine, voyant nos vignes endormies dans l'hiver. Dans quelques mois, elles reprendraient vie, bourgeonnant avec la promesse d'une nouvelle récolte. Tout comme notre combat. Il ne faisait que commencer, mais je n'abandonnerai pas notre terre, notre histoire, notre amour, sans une bataille. L'aube du lundi est arrivée, drapant Lyon d'une brume épaisse, comme un manteau gris. Je me suis réveillée à 5 heures du matin, incapable de trouver le sommeil, et j'ai préparé un café fort dans la cafetière italienne qu'Henri m'avait offerte pour nos 20 ans de mariage. Mes mains tremblaient légèrement, tandis que je passais en revue la stratégie dans mon esprit. Aujourd'hui serait le jour décisif. Maître Moreau arriverait à la clinique à 14 heures, déguisé en vieil ami de la famille. Je devais parler à Henri avant, le préparer à ce qui allait arriver, sans lui révéler complètement la trahison de Camille. Mon mari a toujours été un homme fier, et découvrir que notre propre fille avait comploté contre nous pourrait fragiliser davantage sa santé déjà délicate. J'ai enfilé mon manteau de laine bleu marine, celui que je portais lors des froides matinées des vendanges, et je suis partie pour la clinique. Les rues de Lyon étaient presque désertes, seuls quelques travailleurs se rendant à leur poste matinal et le bruit lointain des bus commençant leur trajet. Le Rhône coulait sombre et silencieux, reflétant mon état d'esprit. Henri était réveillé à mon arrivée, regardant par la fenêtre avec une expression mélancolique qui me brisait le cœur. « Bonjour, ma chérie », dit-il d'une voix plus ferme que ces derniers jours. « J'ai rêvé des vendanges de l'année dernière. Tu te rappelles comme les raisins étaient doux ?» Je me suis assise à ses côtés, lui tenant la main calleuse par des décennies de travail de la terre. « Bien sûr que je me rappelle. Tu as dit que ce serait notre meilleure récolte en 10 ans. » Il a souri, et un instant, j'ai revu l'homme fort qui était tombé amoureux de moi un après-midi d'été en 1982. « Henri » ai-je commencé avec précaution. « Il faut que je te raconte quelque chose d'important au sujet des papiers que tu as signés pour Camille. » Son expression est devenue attentive, préoccupée. J'ai expliqué la situation sans mentionner la vente, me contentant de dire qu'il y avait des questions légales que nous devions résoudre ensemble. « Tu me ferais confiance pour gérer nos affaires pendant que tu te rétablis ?» ai-je demandé. Ses yeux bleus m'ont étudié avec l'intensité que je connaissais si bien. « Claire, en 42 ans, tu ne m'as jamais donné de raison de douter. Si tu dis que c'est nécessaire, alors ça l'est. » Le soulagement que j'ai ressenti a été si intense que j'ai failli m'évanouir. À 14 heures précises, Maître Moreau est apparu dans le couloir, élégante et discrète, portant un sac en cuir qui aurait pu facilement passer pour un sac cadeau. Françoise était une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris toujours tirés en un chignon impeccable et une présence qui inspirait confiance. « Bonjour Henri », a-t-elle dit chaleureusement, l'embrassant sur les joues comme une vieille amie. « Claire m'a dit que tu n'étais pas très en forme. J'ai pensé venir te rendre visite. » Nous avons parlé de choses et d'autres pendant quelques minutes. Le temps, les nouvelles de Lyon, des souvenirs partagés. Progressivement, Françoise a orienté la conversation vers des questions pratiques. « Henri, tu sais qu'il est important d'avoir tes papiers en ordre, surtout dans une situation comme celle-ci. » Elle a expliqué, en termes simples, la nécessité d'une nouvelle procuration, sans mentionner directement Camille. Henri a écouté attentivement, posant des questions pertinentes qui démontraient sa lucidité. « Donc, vous êtes en train de me dire que Claire devrait être ma représentante légale ?»« Exactement. Elle te connaît mieux que quiconque et a tes meilleurs intérêts à cœur. » Henri n'a pas hésité. « Où est-ce que je signe ?» Le moment de la signature fut solennel et émouvant. Henri a pris le stylo d'une main ferme, a lu attentivement chaque paragraphe du document et a signé de la calligraphie élégante que je connaissais si bien. Françoise a appelé 2 infirmières comme témoins
expliquant que ce n'était qu'un document de procuration standard. En 10 minutes, c'était fait. J'étais désormais officiellement la seule responsable légale de tous les biens et décisions d'Henri Dubois. Françoise a rangé les documents dans son sac et a pris congé chaleureusement. « J'espère que vous vous remettrez vite, Henri. Lyon a besoin de vos vins. » Quand nous nous sommes retrouvés seuls, Henri m'a tiré plus près. « Ma chérie, je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais je te fais entièrement confiance. Prends soin de nous. Prends soin de notre terre. » Ces mots ont été comme un baume pour mon cœur blessé. À ce moment-là, j'ai senti que nous avions récupéré quelque chose de précieux, que j'avais craint d'avoir perdu à jamais. Notre partenariat, notre confiance mutuelle, notre force en tant que couple. 3 heures plus tard, Camille est arrivée pour sa visite vespérale, portant la mallette en cuir qui était devenue sa marque de fabrique. Elle était au téléphone avec Pierre quand elle laisse passer par la réception. Sa voix confiante et autoritaire. « Oui, tout est en ordre. On peut fixer la signature finale pour la semaine prochaine. » Mon estomac s'est noué. Elle croyait vraiment pouvoir vendre notre propriété sans entrave. Elle est entrée dans la chambre avec son sourire artificiel, a embrassé Henri sur le front et m'a salué avec une froide politesse. « Comment va papa aujourd'hui ?» a-t-elle demandé, ouvrant sa mallette et en sortant quelques papiers. « Il y a quelques formulaires d'assurance qu'il doit signer. » J'ai pris une profonde inspiration et je me suis levée du fauteuil. « Camille, avant cela, il y a quelque chose que tu dois savoir. » Je lui ai tendu une copie de la nouvelle procuration que Françoise avait préparée. Ton père a décidé que je devrais être sa représentante légale. Cette procuration révoque toutes les précédentes. Camille a pris le document des mains tremblantes, ses yeux parcourant rapidement les lignes. J'ai vu le moment exact où la réalité l'a frappé. Son expression est passée de la confiance au choc, puis à l'incrédulité, et finalement à une colère froide que je n'avais jamais vue chez ma fille. « Ça ne peut pas être vrai !» a-t-elle murmuré, relisant le document de manière obsessive. « Papa, tu comprends ce que tu as signé? Tu connais les conséquences de cela ?» Henri l'a regardé avec tristesse. « Camille, je comprends parfaitement. Ta mère est ma partenaire depuis plus de 40 ans. Si quelqu'un doit s'occuper de nos intérêts, c'est elle. » Les larmes ont commencé à monter aux yeux de Camille. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de pure frustration. « Vous ne comprenez pas. J'essayais de vous protéger, de garantir votre avenir financier. » Sa voix a monté d'un ton, attirant les regards curieux des autres visiteurs dans le couloir. « Le vignoble est en faillite. Dans 2 ans, vous n'aurez plus rien. » Je me suis levée calmement et j'ai fermé la porte de la chambre. « Camille, assieds-toi. Parlons en adulte. » Elle s'est jetée sur la chaise à côté du lit, les papiers de la procuration toujours dans ses mains tremblantes. Un instant, j'ai revu la petite fille Tam que j'avais élevée, vulnérable derrière toute cette froideur calculatrice. Mais quand elle a levé les yeux vers moi, l'expression était celle d'une pure défaite. « Tu as tout ruiné », a-t-elle murmuré. « Tu as tout simplement tout ruiné. » Le silence qui a suivi les mots de Camille était aussi dense que la brume de Lyon qui recouvrait la ville en cet après-midi d'hiver. Henri observait notre fille avec un mélange de tristesse et de compréhension qui me surprit. Peu à peu, les larmes de Camille changèrent de nature. Elles cessèrent d'être des larmes de colère pour devenir des larmes de douleur authentiques. « Maman !» dit-elle d'une voix brisée. « Tu ne comprends pas. J'avais peur. » Je me suis approchée d'elle, mon cœur maternel luttant contre la blessure de la trahison. « Peur de quoi, ma chérie ?» Elle essuya son visage du revers de la main, comme elle le faisait quand elle était petite. « Peur de perdre papa ? Peur que vous vous retrouviez sans ressources ? Peur de ne pas pouvoir prendre soin de vous quand vous seriez plus âgé ?» Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing,
à l'estomac. Pendant des semaines, je n'avais vu que l'avidité et l'ambition. Mais maintenant, je réalisais qu'il y avait quelque chose de plus profond et de plus complexe qui motivait ses actions. Henri lui tendit la main tremblante. « Camille, viens ici. » Elle s'approcha du lit et il lui toucha le visage avec tendresse. « Ma petite, quand as-tu eu peur de nous perdre ?» Les 2 heures qui suivirent furent les plus difficiles et les plus révélatrices de notre vie familiale. Camille a finalement ouvert son cœur, racontant les nuits sans sommeil, depuis qu'elle avait appris le problème cardiaque d'Henri, les conversations avec Pierre sur la façon de prendre soin de parents âgés, la peur constante que le vignoble soit réellement au bord de la faillite. Pierre m'a montré les chiffres, maman. La propriété vaut beaucoup plus comme terrain à bâtir que comme vignoble. J'ai pensé qu'en vendant maintenant, je pourrais vous garantir un avenir sûr. Sa logique était froide, mais elle venait d'un amour déformé. Henri, avec la sagesse de ses 70 ans, parla d'une voix douce. « Ma chérie, tu as oublié une chose importante. La terre n'est pas seulement de l'argent pour nous. C'est notre identité, notre histoire, notre raison de vivre. » Camille secoua la tête, frustrée. « Mais papa, et si vous tombez malade? Et si vous avez besoin de soins coûteux? Le vignoble ne peut pas payer ça. » C'est alors que j'ai réalisé que notre fille avait hérité de notre caractéristique la plus dangereuse, l'amour protecteur poussé à l'extrême. À ce moment-là, j'ai pris une décision qui allait changer le cours de notre conversation. « Camille, tu veux voir les vrais livres comptables du vignoble ?» Son expression s'est illuminée de curiosité. Le lendemain, je l'ai ramenée à la maison pour la première fois depuis des mois. Nous avons marché ensemble dans les couloirs familiers, observant sa réaction à chaque pièce, chaque photographie, chaque souvenir d'enfance. Dans le bureau d'Henri, j'ai ouvert les dossiers que Jean-Pierre, notre comptable, tenait à jour. « Regarde ici », ai-je dit, lui montrant les tableaux des 5 dernières années. « Le vignoble ne fait pas de pertes. Nous avons eu 2 années difficiles à cause du climat, mais notre réserve financière est solide. » Camille a étudié les chiffres avec des yeux d'administratrice, et j'ai vu le moment exact où elle a compris sa mauvaise interprétation de la situation. « Mais Pierre a dit... » a-t-elle commencé, puis s'est arrêtée. J'ai réalisé que son mari avait manipulé les informations, peut-être avec de bonnes intentions, mais créant une réalité déformée. Camille, tu as fait confiance à des analyses superficielles, au lieu de nous parler. Elle s'est assise lourdement sur la chaise d'Henri, tenant sa tête entre ses mains. La confrontation avec Pierre a eu lieu le même après-midi, par vidéoconférence depuis Paris. Quand Camille a parlé de la nouvelle procuration et de notre conversation, j'ai vu son expression changer complètement. « Pierre, » a dit ma fille, « tu m'as dit que le vignoble était en faillite. » Lui, toujours éloquent, a tenté de justifier. « Chérie, j'étais conservateur dans mes projections. Il vaut mieux prévenir que guérir. » Mais Henri, même affaibli, ne s'est pas laissé intimider. « Pierre, vous n'avez aucune formation en viticulture et vous ne connaissez pas notre industrie. Comment pouvez-vous faire des évaluations aussi catégoriques ?» La discussion s'est intensifiée lorsqu'il est devenu clair que Pierre avait vu dans la situation une opportunité d'investissement personnel. Il avait des connexions avec la société de développement urbain intéressée par notre terre. Camille est devenue pâle en réalisant qu'elle avait été manipulée par son propre mari. « Tu as utilisé ma peur pour tes propres intérêts », a-t-elle dit d'une voix glaciale. « Non, ce n'est pas comme ça », a-t-il protesté, mais le mal était fait. Ma fille a coupé l'appel et s'est tournée vers nous, les larmes aux yeux. « Pardonnez-moi », a-t-elle murmuré. « J'ai été complètement idiote. » La réconciliation n'a pas eu lieu de manière spectaculaire, mais progressivement, au fil des semaines suivantes.
Camille a commencé à rendre visite à Henri tous les jours, non plus comme la femme d'affaires froide qui voulait tout contrôler, mais comme la fille qui s'était enfin autorisée à ressentir la peur et la vulnérabilité. Nous avons parlé de la mort, du vieillissement, des héritages et du vrai sens de prendre soin des personnes que nous aimons. Un après-midi, alors que nous nous promenions sur la propriété, Henri avait déjà été autorisé à rentrer chez lui et se remettait bien. Camille s'est arrêtée devant les vignes, encore endormie. « Maman, je veux apprendre sur le vin. » Sa déclaration m'a surprise. « Pourquoi ? » « Parce que je veux comprendre ce que vous aimez tant dans cette terre. Je veux en faire partie, pas seulement une observatrice extérieure jugeant des chiffres. » Cet après-midi-là, nous avons commencé son éducation sur la viticulture. J'ai expliqué les cycles des vignes, comment le sol et le climat influencent le goût des raisins, la patience nécessaire pour produire un bon vin. Camille a absorbé chaque information avec une soif de connaissance qui me rappelait moi-même 40 ans auparavant, quand Henri m'avait enseigné les secrets de la terre. 3 mois plus tard, au printemps lyonnais, nous avons organisé un dîner spécial. Henri allait beaucoup mieux, encore fragile, mais l'esprit renouvelé. Camille avait quitté Pierre. La découverte de ses manipulations avait détruit la confiance dans leur mariage et avait décidé de passer un certain temps avec nous, apprenant l'entreprise familiale. J'ai préparé un coq au vin, le plat préféré d'Henri, et j'ai ouvert une bouteille de notre meilleur Beaujolais 2021. Pendant le dîner, nous avons parlé des plans pour la nouvelle récolte, des idées que Camille avait pour moderniser certains aspects du vignoble sans perdre son essence traditionnelle. « Vous savez, » a dit Henri, levant son verre, « j'ai failli perdre 2 choses précieuses, ma vie et ma famille. Mais j'ai découvert que le véritable amour est comme un bon vin. Il peut traverser des périodes difficiles, mais si le terroir est solide, il revient toujours plus fort. Nous avons trinqué sous la lumière dorée de la cuisine, et j'ai senti que nous avions enfin retrouvé notre chemin les uns vers les autres. La procuration que j'ai signée n'était pas seulement un document légal, c'était une déclaration de confiance, de pardon et d'espoir pour l'avenir que nous avions encore à construire ensemble.